Bonjour tout le monde, vous suivez bien l'émission Le Courrier des auditeurs en ce samedi 19 juillet qui est animé aujourd'hui par Valentin Floquet. et Florian Day. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui nous ont écrites et par mail ou par la poste aussi, on a reçu des courriers. Et puis merci pour les rapports d'écoute puisque on en a eu encore quelques-uns par rapport aux tests qui avaient été faits depuis Tamsui et on voulait en profiter pour vous rappeler les fréquences de diffusion en ondes courtes au mois d'août. Oui, qui auront lieu donc tous les vendredis, samedis et dimanches du mois d'août sur deux fréquences différentes. La première, c'est 15 145 kHz avec une antenne orientée à 325 degrés de 17h à 17h30 temps universel. Et la deuxième fréquence, c'est 11 995 kHz dans la demi-heure d'après, donc de 17h30 à 18h au temps universel avec la même orientation d'antenne. Voilà, donc ça sera tous les vendredis, samedis, dimanches du mois d'août, donc ne manquez pas ça. On voulait aussi en profiter pour vous rappeler les concours, évidemment. On a déjà eu plusieurs réponses, mais on va quand même vous rappeler donc, le concours de juillet. Oui, alors le concours de juillet revient sur un événement un peu marquant en Europe concernant Taïwan, qui a été la révélation en fait d'une agression, ou en tout cas une tentative d'attaque de la vice-présidente Xiaobi Kim. Et on vous demande donc dans quelle ville européenne cela s'est passé. Voilà, et donc il y aura 5 gagnants qui seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et qui recevront un petit porte-clés en forme de gâteau Oreo. Voilà, donc à ne pas manger, hein. Mais Zaza, ne pas manquer pour participer au concours. Et puis, il y avait aussi la question trimestrielle, où on vous demande, donc pour juillet, août et septembre, de lister 3 événements culturels en Europe auxquels Taïwan participe. Donc là, il y en a beaucoup aussi. Et le cadeau est un 5 Transat porte smartphone. Voilà. Donc ce sont des genres de supports pour les smartphones en forme de transat. Voilà, que Tiffen a dû trouver, je pense. Tout à fait. Donc on la remercie pour ça. Et puis on va passer aux réponses à vos questions, puisqu'on a eu plusieurs questions. Merci à toutes les personnes qui nous en ont envoyé. Oui. Je voulais peut-être commencer par Paul Jamet, qui réagissait aux calligraphies reçues. Donc c'était pour le concours du mois de février. Le temps que tout se fasse, ça a pris un petit peu de temps, mais donc vous avez été plusieurs à me dire que vous les aviez reçues. Et Paul Jamet nous demandait dans quel sens les tenir, parce qu'effectivement, comme elles sont écrites sur un carré, c'est pas facile de voir où est le haut du bas quand on n'est pas habitué. Et en plus, il y a un piège, c'est que la feuille ne se tient pas droite, mais avec une pointe en haut et une pointe en bas, un peu comme un losange en fait. Alors pour vous donner une indication, quand on la tient à l'endroit, on a à gauche une partie qui est plus fine avec un point en haut, et à droite, une partie avec 3 éléments superposés, donc tout en haut, un trait horizontal, puis un carré, et en dessous, un carré plus grand avec une croix au milieu. Et donc, bon, comme les traits sont un peu liés, les formes ne sont pas vraiment très rectangulaires, mais vous pouvez un peu repérer cet élément qui est plus gros que le reste et qui sera donc en bas à droite. C'est le caractère du bonheur qui est écrit, il se prononce fou, et ce qui se fait très souvent, c'est de le coller sur la porte d'entrée. Mais il y a encore un piège par rapport au sens dans lequel le coller, c'est que comme le mot « arriver » se prononce « tao » est homophone du mot à l'envers qui se prononce « tao », eh bien on va souvent coller le caractère à l'envers, donc la tête en bas, et donc ça se prononce « fu tao », c'est-à-dire le fou est renversé, mais c'est homophone de « le bonheur arrive » ou « le bonheur est arrivé ». Et donc, vous pouvez le mettre comme vous voulez, soit à l'endroit, soit à l'envers. Mais maintenant, vous savez reconnaître l'endroit de l'envers. Tout à fait. Et puis, dans ce message de Paul Jamet, il y avait une autre question au sujet de la journaliste Fan Shifei qui était mentionnée dans un article publié dans Le Figaro, un article de Suzanne Duroy d'ailleurs, notre ancienne stagiaire. Ah oui, je me demandais, en fait, j'avais pas retrouvé l'article, je me demandais qui avait écrit l'article. Et voilà, donc c'est elle. Et est-ce que tu connaissais Fan Shifei ? Non, pas du tout. Non. Je connaissais pas personnellement. Alors, moi, je la connaissais pas personnellement, mais... je veux dire, je la connaissais même pas à travers ses contenus. J'avais vu sur Line Today, depuis quelques années déjà, en fait, j'avais vu des vidéos de news qu'elle fait sur l'actualité et la politique internationale, principalement.
Et à ce moment-là, en fait, je la prenais comme un exercice de chinois parce qu'elle parle très rapidement et sur des sujets relativement complexes, mais aussi avec des infographies, des cartes, etc. Et donc, ça permettait d'avoir un peu d'autres supports que la langue. Mais en fait, j'ai creusé un petit peu plus pour pouvoir répondre à cette question sur cette journaliste. Et en fait, il y a une interview d'elle d'1 heure et demie sur YouTube avec plus de 50 000 vues. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est important dans le monde du journalisme. Et elle explique dans cette vidéo qu'elle avait commencé le journalisme dès la fin de ses études de droit, ce qui correspondait à la levée de la loi martiale à Taïwan et la levée de la censure des journaux. Et donc très jeune, elle a été envoyée couvrir le mouvement étudiant des Lys sauvages, et donc elle écrivait les gros titres de la presse. En fait, ses supérieurs avaient d'une part peu de journalistes aguerris puisqu'il y avait la censure, et puis on considérait qu'elle était plus proche en âge des étudiants qui menaient le mouvement, et donc que ça lui serait plus facile d'accéder à ces étudiants et de pouvoir dialoguer avec eux et donc écrire des articles. Ensuite, elle a poursuivi un master aux États-Unis et quand elle a fini, il y a eu la levée de la censure de la télévision, donc qui est arrivée un petit peu plus tard. Et à nouveau, c'était un domaine qui recrutait largement, donc elle a été employée comme correspondante étrangère aux États-Unis pour TVBS, donc un grand média d'État avec du journalisme. Je crois que c'est la première chaîne à avoir des informations 24 heures sur 24. Et donc, elle a travaillé là pendant 18 ans en tant que correspondante aux États-Unis, en faisant beaucoup de journalisme de terrain, d'interviews. Et puis, comme il y a une diversification, une multiplication des chaînes qui sont entrées de plus en plus en compétition, il y a aussi eu une commercialisation en fait, du contenu qui était de plus en plus sensationnaliste. Et donc, ça ne lui plaisait plus. Donc, elle a fini par quitter TVBS en 2015, où elle a ensuite été approchée par la chaîne de télévision Sanli, qui lui a demandé d'être de nouveau leur correspondante à l'étranger. Donc, elle a fait ça pendant 2 ans, et puis elle a voulu revenir à Taïwan pour être plus près de ses parents. Et à ce moment-là, elle a développé sa page Facebook et créé sa propre plateforme sur les réseaux sociaux. Comme en travaillant aux États-Unis, elle avait suivi beaucoup ce qui se passait avec les nouveaux médias, la Silicon Valley. Elle était plus au courant de tout ça et elle pouvait anticiper un petit peu les tendances qu'il allait y avoir à Taïwan aussi. Et donc, elle a très vite collaboré avec des jeunes aussi. Elle a continué à apprendre et elle reste une innovatrice dans le journalisme à Taïwan. Donc, elle a notamment l'émission d'actualité internationale sur Line Today, qui s'appelle Today Kanshijie. Donc, Regardez le monde aujourd'hui, qui dure environ 10 minutes. Et puis, elle a aussi plusieurs formats sur YouTube, avec parfois plus d'1 heure. Et elle est très suivie, en fait, elle est très respectée, parce que c'est à la fois une doyenne du journalisme et en même temps une innovatrice. Et voilà, donc elle est aussi une des rares à ne pas prendre parti pour un des 2 grands partis politiques, en fait, parce qu'il y a une grande polarisation des médias à Taïwan en général. Et donc, elle avait travaillé pour TVBS, qui est très proche du KMT, et puis Sanli est proche du DPP. Et elle dit clairement, son objectif principal, c'est de préserver la démocratie taïwanaise. Et donc, sur certains sujets, elle sera d'accord avec certaines personnes d'un parti ou pas. Mais elle essaye de pouvoir donner la parole à des experts, quel que soit leur parti. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu pour retracer son parcours. Et ensuite, la vidéo qui était mentionnée dans l'article du Figaro parlait donc du sac de survie. C'est une vidéo qui a été publiée il y a 2 ans dans la série Opération 2027. Donc il y a une 30aine de vidéos en fait sur les relations Chine-Taïwan et aussi avec d'autres pays potentiellement impliqués, les États-Unis, les Philippines, l'Australie, etc. Donc voilà, elle parlait à ce moment-là de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un sac de survie qui peut être utilisé à la fois en cas de séisme, de typhon ou de guerre effectivement. Mais c'est pas une vidéo qui est très récente en fait. Voilà un petit peu pour répondre à cette question de Paul Jamet qui demandait qui est Fan Shifei. Donc merci de cette question, c'était très intéressant. J'en ai découvert aussi beaucoup sur elle, même si je voyais qui c'était, je ne connaissais pas tous les détails de son parcours. Est-ce que tu avais d'autres... Oui, j'avais peut-être 2-3 autres informations. Alors c'est à voir, mais c'est plus des choses un peu plus
comment dire, un peu la dénigrant, on va dire ça comme ça, dans le sens où en fait elle a fait quand même l'objet de plusieurs polémiques. Bien sûr. Notamment, alors après, c'est un peu des deux parties, justement. Des fois plus de gens du KMT, des fois plus de gens du DPP. Donc, ça peut prouver qu'elle fait peut-être un bon travail au final. Elle a fait notamment un sujet en 2009 sur une grande affaire de blanchiment d'argent. Peut-être des gens auront entendu parler à l'époque, qui s'appelait le blanchiment d'argent de la famille Chen. L'affaire, ça est sorti sous ce nom. Elle n'hésite pas à s'attaquer à des gros poissons aussi. Donc. Voilà, c'est ça. C'était une affaire en fait qui avait dû être remontée jusqu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'elle avait fait l'enquête et ça avait fait beaucoup de bruit à Taïwan. Je vais pas aller dans les détails de l'affaire, mais bon voilà, il y a eu quand même beaucoup de remue-ménage. Le reportage a été retiré par la suite, etc. Parce que voilà, il y a eu des gens très influents qui ont demandé à ne pas trop a demandé en fait qu'il y avait trop un jugement de valeur selon eux dans son reportage, notamment en disant que la personne qui était concernée avait elle avait dit que la famille Chen et la personne Chen était plus continentale que taïwanaise. Bon, des choses comme ça. Oui, des sujets sensibles. Je sais qu'elle avait été pas mal critiquée aussi il y a 2 ans quand elle avait fait des interviews de Huang Guochang et de Puma Shen, donc par rapport à la proposition de modifier les pouvoirs attribués au yuan législatif. Et donc là, il y avait aussi beaucoup de débats. Finalement, ce sont des lois qui ont été bloquées par la Cour constitutionnelle, mais elle avait donné le micro donc, à une personne qui soutenait cette proposition et une qui était contre pour discuter du contenu de ces lois, en fait. Et elle avait aussi été beaucoup critiquée à ce moment-là. Ouais. Une autre grande polémique, c'est beaucoup plus proche, c'était en 2020, lors de l'élection présidentielle. Elle avait fait un grand projet avec un crowdfunding, un financement participatif, avec plusieurs médias indépendants pour faire comment dire, des reportages et des sujets très approfondis sur l'élection américaine. Et en fait, elle a pas mal critiqué Donald Trump juste en faisant du fact-checking. Et elle a été énormément comment dire, attaquée par les pro-Trump, les partisans du président actuel. Donc ensuite sur les réseaux sociaux, elle avait eu une vraie vague de haine très importante. Et ça n'a pas dû être très très facile pour elle d'ailleurs à ce moment-là. C'est vrai qu'en étant journaliste sur les réseaux sociaux, on est aussi très exposé, j'imagine. Tout à fait. Et puis s'attaquer à Trump et lui dire que là, il ment, là, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, là, les chiffres, il faudrait préciser que ceci, cela. C'est effectivement une position délicate et surtout que Taïwan était globalement un peu pro-Trump quand même, du fait qu'il voyait Trump comme plus opposé à la Chine et donc quelque chose de plutôt positif pour Taïwan en fait. Voilà, tout à fait. Pour donner un peu les grandes lignes. Voilà. Et comme on avait vu dans certaines réactions à l'élection du président Trump, même à des hauts rangs taïwanais, c'est un peu tant que nous ça ne nous concerne pas, on va bien avec ce président-là. Voilà, c'était plus ou moins la réaction générale des officiels à l'annonce de l'élection. Ouais. Bon, ça c'est... On dérive un petit peu, mais bon voilà, c'est pour aussi donner du contexte sur un peu... peut-être une autre version de sa vie et de ce qu'elle a vécu en dehors juste de ces grands faits de travail, quoi. Voilà, ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une journaliste importante et qui est très en vue encore aujourd'hui à Taïwan, même si elle a commencé à la levée de la loi martiale, ça fait déjà un bon moment qu'elle y est. Oui, ça fait un bon moment, oui, tout à fait. Voilà, donc on va peut-être passer, on va remercier Paul Jamet pour sa question et on va passer à une question de Philippe Marsan. Et Philippe Marsan qui habite près du bassin d'Arcachon.
Et il nous posait, justement, qu'est-ce qu'il y a à Arcachon ? Il y a des huîtres. Et voilà, on va parler d'huîtres, des huîtres taïwanaises, ou alors peut-être des huîtres portugaises. C'est ce dont on va surtout parler aujourd'hui, parce que quelles sont les huîtres taïwanaises au final et d'où elles viennent ? C'est assez intéressant en fait, parce qu'en fait les huîtres taïwanaises ont été pendant très longtemps associées aux huîtres du Pacifique, les huîtres japonaises en fait. Et celles qu'on retrouve justement dans toute l'Europe et le bassin d'Arcachon, les huîtres qu'on appelle aussi les huîtres creuses, qui ne sont pas en fait historiquement originaires d'Europe. Alors ces huîtres creuses qu'on connaît, les huîtres du Pacifique, sont originaires du Japon. Elles ont été insérées en fait dans les eaux européennes dans les années 60, après la disparition à cause d'un manque d'adaptation de l'huître taïwanaise ou l'huître portugaise qui était existante depuis presque 300 ans dans la région. Alors, pour répondre un petit peu aux questions de Philippe Marsan, qui a posé plein de questions spécifiques, en demandant s'il y avait des huîtres hybrides, s'il y avait une période de ponte où l'huître est dite laiteuse et peu consommable, notamment parce qu'à Arcachon, cela va de juin à septembre, et il demande aussi si les huîtres sont appréciées par les Taïwanais, et comment on déguste les huîtres nature, cuites et préparées, comment on les déguste en général à Taïwan. Et est-ce qu'elle est consommée en plat principal ? Ça fait beaucoup de questions, mais en fait tout est un peu lié, donc ça va faire une belle réponse de notre part. Donc, est-ce qu'il y a des huîtres hybrides ? Est-ce qu'il y a des huîtres hybrides ? La première question. Eh bien, en fait, les huîtres taïwanaises sont peut-être un peu trop proches d'un point de vue génétique avec les huîtres du Pacifique. Et de ce que j'ai lu, alors j'ai pas une réponse d'un journal ou d'un article précis, mais de ce que j'ai lu en mention dans un article, c'était que ça avait du mal à matcher ensemble en fait. Donc même si ça ferait une variété plus résistante, elle a plus de difficultés à se reproduire en fait. Donc l'hybride n'est pas forcément une option qui a été choisie à Taïwan. Donc ensuite, l'autre question c'était est-ce qu'il y a la ponte et une variante laiteuse J'en ai assez peu vu, il me semble, des huîtres laiteuses, mais après c'est vrai qu'on les mange pas de la même façon du tout. Justement, en fait, la période de reproduction, en fait, comme à Taïwan, surtout c'est lié au climat taïwanais, est plutôt propice à la reproduction des huîtres assez régulièrement. La fenêtre en fait de reproduction n'est pas sur une date précise, donc en fait ça fait que les huîtres se reproduisent un peu toute l'année, et donc en fait des huîtres laiteuses, elles sont à mon avis sélectionnées un peu en fonction un peu de la température de l'eau sur place à l'endroit précis où elle se reproduit et où elle évolue. Et donc, pour aller un petit peu plus dans le détail où se cultivent les huîtres à Taïwan, on sait qu'elles préfèrent les fonds marins, en particulier dans les baies où l'eau est peu profonde et chaude, donc rarement sur la côte est, on peut déjà en faire la déduction. Et à Taïwan, les bancs d'huîtres s'étendent donc de Xiangshan, dans le comté de Hsinchu au nord, à Donggan, dans le comté de Pingtung au sud, donc vraiment bien au sud de Taïwan, donc c'est vraiment côte est, toute la côte ouest, et sud de Taïwan. Et donc la culture ostréicole de Taïwan remonte à plus de 200 ans. C'est-à-dire qu'ils ont des huîtres depuis bien plus longtemps, puisque je vais vous expliquer que les huîtres portugaises taïwanaises en fait sont des huîtres taïwanaises, et que c'est une recherche de 2016 qui en est venue à ça, et c'est une équipe de chercheurs qui a découvert qu'en fait la Crassotrea angulata, son nom scientifique, est en réalité originaire de Taïwan, et que la population locale s'avère génétiquement plus robuste que son équivalent européen. C'est-à-dire qu'en fait, en arrivant en Europe, elle s'est mal adaptée et elle est devenue plus faible. Et c'est ce qui a donné son déclin, comme je disais tout à l'heure, en Europe. Donc en fait, est-ce que cette huître portugaise, en fait taïwanaise, serait arrivée en Europe avec les bateaux des Portugais venus découvrir le monde et Taïwan ? C'est exactement ça. En fait, on estime que des huîtres se sont en fait collées. Ça se fait beaucoup pour les huîtres, aux coques des bateaux portugais quand ils se sont mis à quai lors de leur première découverte de Taïwan. Et en fait, ils auraient ramené ces huîtres
donc au Portugal, et là elles ont continué à se reproduire et à se développer dans les ports. Et puis après, en la découvrant, cette belle huître bien creuse. Alors elle est pas aussi grande que l'huître du Pacifique, hein. L'huître du Pacifique fait 40 cm de haut environ. Cette huître taïwanaise ou portugaise fait en moyenne 10 à 15 cm de haut, donc elle est plus petite, mais était très savoureuse apparemment. C'est vrai que l'huître est aussi quelque chose qui est très apprécié à Taïwan. Oui, bah, un des plats emblématiques de Taïwan, c'est l'omelette aux huîtres. L'omelette aux huîtres. Alors oui, donc c'est consommé non pas cru comme en France en tout cas, ou même en Europe. Elle est consommée plutôt cuite. Et il y a plein de versions différentes. Je ne sais pas si tu connais un peu tous les plats qui sont faits avec les huîtres, à part l'omelette. Pas tant que ça. Je sais que ça arrive assez souvent d'en voir effectivement cuites dans différentes préparations, mais j'aurais du mal à les lister comme ça. Voilà, il y a l'autre version très connue, c'est les nouilles, les vermicelles de riz aux huîtres. Il y a aussi tout ce qui est riz, porridge, Joe avec on des en trouve huîtres souvent ou des fruits de mer. Alors on met des huîtres en général dans les porridge aux fruits de mer, c'est ça. Après il y a aussi la version frite, c'est assez apprécié aussi, la version frite des huîtres. Et enfin la dernière version qui est beaucoup consommée, c'est celle en soupe. En général, dans certaines soupes, on va retrouver quand même souvent de l'huître à Taïwan. Avec peut-être des petits bouts de gingembre ou quelque chose comme ça. Voilà, pas forcément que de l'huître, mais ça vient accompagner aussi d'autres ingrédients dans pas mal de soupes à Taïwan. Ça dépend après des variétés. Il y a plein de sortes de soupes qui vont avoir des huîtres dedans. Ouais. À partir du moment où ce sont des soupes à base iodée, à base marine. C'est vrai que des huîtres crues à Taïwan, j'en ai vu que quelques fois. Et c'est peut-être plutôt dans les restaurants européens ou style bar. Et ça sera très très cher par rapport aux autres huîtres cuites qui sont probablement congelées aussi, qui sont conservées beaucoup plus longtemps. Oui. Et puis je pense qu'ils les prennent de manière moins mature en général. Les huîtres en plus, je pense que les huîtres dans les bars à huîtres sont des huîtres importées, pas parfois du Japon. J'ai vu des huîtres Gilardo à Taïwan. Oui. Donc ça, les connaisseurs reconnaîtront. Tout à fait. Et je pense que ça parlera à notre ami et notre auditeur Philippe Marsan, les huîtres Gilardo. Voilà, donc c'est importé jusqu'ici, mais la plupart des huîtres qu'on mange à Taïwan sont quand même bien plus locales que celles-là. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir, la base des huîtres creuses qui se sont développées en Europe étaient taïwanaises, mais maintenant elles sont plutôt japonaises. Donc on remercie Philippe Marsan pour cette question. Il y avait encore une autre question d'Elisabeth Oliveira à laquelle je voulais répondre, qui nous demandait, après un décryptage de Sasa, Hong Kong gardait la flamme, quel est le nombre de Hongkongais réfugiés à Taïwan et s'ils peuvent résider et travailler à Taïwan sans limite de temps? Alors, des Hongkongais réfugiés à Taïwan, officiellement 0, parce qu'il n'y a pas de statut de réfugié à Taïwan. Mm-hmm. Dans les faits, après, il y a quand même pas mal de Hongkongais qui habitent à Taïwan. Donc, il y a 2 catégories. Il y en a qui ont des titres de séjour et d'autres qui ont des titres de résidence. Et beaucoup de permis de séjour ont été délivrés dans les années 2019, 2020, 2021, effectivement, lorsque il y a eu le mouvement anti-extradition à Hong Kong, donc contre la loi qui est finalement passée, qui permet d'ailleurs toujours aujourd'hui de juger en Chine les Hongkongais pour ce qui se passe à Hong Kong. Et ensuite, en fait, les chiffres ont de nouveau baissé. Donc, en ce qui concerne les permis de résidence, ils étaient à 1080, 1090 entre 2016 et 2018. En 2019, ils sont passés à 1400 et ça a encore augmenté un petit peu. Ça a rebaissé en 2022 et en 2024, c'était monté à 1880. Donc ça a presque doublé au final, mais pas plus que ça non plus. Mmh. Et pour donner un équivalent, c'est à peu près le nombre actuel de Français à Taïwan. Voilà, en tout cas recensé. Oui, c'est ça. Par contre, il faut aussi savoir qu'à partir de mai 2023, Taïwan demande aux Hongkongais 4 ans de séjour avant de pouvoir obtenir un permis de résidence. Et donc, les chiffres de Hongkongais qui séjournent à Taïwan sont beaucoup plus élevés. Donc là, effectivement, c'est différent du nombre de Français parce que si on ajoute les deux, on est plutôt près de 6-7 000 résidents hongkongais en 2024.
Et donc, en fait, en résidents, il y en avait à peu près 4000 jusqu'en 2018, 5-6 000 en 2019, et puis 2020, 10 000, 2021, 11 000. Ah oui, d'accord. Et après, ça a de nouveau baissé en 2022, 8 900, 2023, 6 600, 2024, 5 300. Et donc, il y a en fait une politique de Taïwan peut-être qui n'accepte pas tous les Hongkongais par peur aussi qu'il y ait des infiltrations chinoises, je pense. Après, ça, c'est supputation pure, parce que c'est jamais dit officiellement. Mais ouais, il y a eu ce genre de théorie a pas mal été partagé aussi dans les milieux des médias, etc., par certains journalistes qui interprétaient en tout cas cette version. Il y avait des Hongkongais qui ne se trouvaient pas vraiment facilement accueillis à Taïwan avec ces politiques de prudence en fait par rapport à des gens qui viennent d'un territoire qui est maintenant contrôlé par la Chine. Et puis beaucoup de Hongkongais ont cherché en fait où s'installer un peu plus loin après en allant parfois soit au Royaume-Uni, soit dans d'autres pays parce que les Hongkongais parlent globalement très bien anglais. Donc, avec les anciens liens aussi avec le Royaume-Uni, c'est quand même une porte ouverte pour y aller assez facilement. Et puis, ils ont peut-être aussi pas toujours l'impression non plus que Taïwan soit un endroit où ils seront en sécurité sur du long terme. Donc, même si c'est difficile à dire où est-ce qu'on sera en sécurité dans le monde, c'est peut-être aussi une autre raison qui pousse les Hongkongais à aller chercher un endroit où s'établir à long terme, un petit peu plus loin que Taïwan. Voilà un petit peu une réponse pour cette question à Elisabeth Oliveira, qu'on remercie. Toi qui avais vécu à Hong Kong, est-ce que tu connais aussi plus de gens qui sont revenus à Taïwan après Alors, des amis ou des gens que je connais pas trop. Moi, après, j'avais plutôt un cercle d'amis dans des positions, dans des domaines où ils n'étaient pas trop touchés par la politique ou par des problèmes de politique. Peut-être j'ai connu une ou deux personnes qui ont participé au mouvement de manière très active, car c'était des jeunes qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui voulaient un avenir meilleur à Hong Kong, qui avaient quand même des idées politiques assez vers un système démocratique, etc., et qui étaient très, très actifs politiquement. Mais c'était des gens que je connaissais du sport, donc au final, je crois que la plupart ont déménagé en Angleterre, pareil, au Royaume-Uni. Et après à Taïwan, un réfugié, entre guillemets, hongkongais, j'en ai rencontré un particulièrement qui m'a laissé pas mal de souvenirs. Il avait ouvert un petit restaurant de biendang, hein, de repas à emporter, des trucs un peu healthy, tu sais, un peu comme on fait pour les gens qui font la musculation ou ce genre de choses, avec moins de féculents et plus de viande et de protéines. Et j'avais discuté un peu avec lui, c'était en 2020. Un truc comme ça, et il avait encore très peur, il voulait pas être exposé, il voulait pas être sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que clairement il avait un traumatisme lié aux événements qu'il a vécu à Hong Kong. Faut savoir que même dans les réseaux des gens qui étaient très actifs, il y avait beaucoup de désinformation et c'était difficile de croire le vrai du faux. Il y avait beaucoup d'histoires de faux suicides et ce genre de choses qui avaient beaucoup éclaté à Hong Kong. Et c'était donc compliqué pour lui, à mon avis, de tout faire la part des choses, en fait. Voilà. En tout cas, on remercie Elisabeth Oliveira pour cette question. On arrive déjà à la fin de cet épisode du Courrier des auditeurs. Donc, merci de tous vos courriers. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Courrier des auditeurs. C'était Valentin Floquet. Et Florian Day. À très bientôt.